Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer l'étude de la dernière unité, l'unité 4, concernant les phénomènes géologiques accompagnant la genèse des chaînes de montagne. Alors, pour cela, on va faire un rappel sur la structure interne de la Terre, sur quelques notions que vous avez déjà acquis au collège. D'accord. Alors, pour étudier la structure interne de la Terre, les géologues se sont basés sur la vitesse de propagation des ondes sismiques, vitesse de propagation qui change selon la densité des roches, selon leur composition chimique et selon la nature physique, c'est-à-dire solide, ductile ou liquide. Ainsi, ils ont pu déterminer trois discontinuités qui subdivisent la Terre en trois couches. La couche terrestre, la croûte terrestre, le manteau et le noyau. Alors, le document suivant nous présente cette structure interne de la Terre. Ainsi, donc, on distingue de l'extérieur vers l'intérieur. Vous avez la croûte terrestre subdivisée en deux zones, la croûte continentale qui s'étend de la surface jusqu'à une profondeur de 30 à 65 km sous les chaînes de montagne. Elle est de nature granitique et elle est peu dense en comparaison avec la croûte océanique qui est un peu plus dense et qui est un peu plus dense et qui est de nature basaltique et qui s'étend jusqu'à une profondeur de 10 km. En dessous de la croûte terrestre, ou ce qu'on appelle également l'écorce terrestre, on rencontre la première discontinuité, c'est ce qu'on appelle la discontinuité de Mohs, qui sépare la croûte terrestre du manteau qui s'étend donc jusqu'à une profondeur de 2900 km. Le manteau a été subdivisé en manteau inférieur, solide, et le manteau supérieur. Alors le manteau supérieur également est subdivisé en une partie basale de nature plus ou moins fluide, ductile, surmontée par une partie qui est plutôt solide. Les deux manteaux sont séparés par le manteau est séparé du noyau par une deuxième discontinuité qu'on appelle la discontinuité de Gutenberg. Alors le noyau également, qui s'étend de 2900 jusqu'à à peu près 6370, a été subdivisé en deux zones. Première zone, c'est le noyau externe de nature fluide, et la deuxième partie, c'est la graine, c'est le noyau interne de nature solide. Les deux noyaux sont séparés par la troisième discontinuité qu'on appelle la discontinuité de Lehmann. D'accord. Donc, je reprends. Vous avez l'écorce terrestre, première discontinuité de Mohs. Vous avez ensuite le manteau, deuxième discontinuité de Gutenberg. Et troisième partie, c'est le noyau qui se subdivise en noyau externe et noyau interne, séparés par la troisième discontinuité de Lehmann. L'ensemble, partie supérieure du manteau supérieur, est de nature solide. Associée à la croûte terrestre, ça forme ce qu'on appelle la lithosphère. Donc la lithosphère est formée par la croûte terrestre, que ce soit océanique ou bien continentale, et la partie supérieure du manteau supérieur. Alors voici donc la structure interne de la Terre. Passons maintenant au document 2. Donc on va essayer d'exploiter ce document. Alors ce document présente, si vous voulez, une sorte de comparaison entre deux roches magmatiques. Alors rappelons que la Terre est formée par trois types de roches. Il y a les roches de surface, qu'on appelle les roches exogènes, qui se forment en surface, ou bien les roches sédimentaires, qui se forment suite à l'érosion d'une roche-mère, au transport des sédiments, leur dépôt dans un milieu sédimentaire, et puis leur transformation en une roche compacte. Donc ce sont les roches de surface, dites roches sédimentaires. Deuxième type de roches, ce sont les roches d'origine magmatique, issues d'un magma. D'accord. Troisième type de roches, ce sont les roches qui se forment suite à la transformation d'anciennes roches,
qu'on appelle des roches préexistantes. Ça peut être des roches sédimentaires qui se transforment ou bien des roches magmatiques suite à une variation dans les conditions de température et de pression, et ça donne de nouvelles roches qu'on appelle les roches métamorphiques. Donc la Terre est formée de trois types de roches: les roches sédimentaires de surface, les roches issues d'un magma, ce sont les roches magmatiques, et les roches issues de la transformation de roches, d'anciennes roches, qui sont donc appelées des roches métamorphiques. Alors là, vous avez deux exemples de roches magmatiques. Vous avez le granit, dont on a parlé tout à l'heure, c'est le constituant principal de la croûte continentale, et le basalte, ce qui est le constituant de la croûte océanique. Alors, comparons la structure de ces deux types de roches. Ce sont toutes les deux des roches magmatiques, c'est-à-dire issues d'un magma. Alors, lors de la montée du magma, si le magma monte lentement à travers les fissures, alors il peut se refroidir très lentement, ce qui permet au magma de cristalliser entièrement en profondeur, et ça donne une roche formée uniquement de cristaux. Donc c'est une roche complètement cristallisée, dite à structure grenue. Donc il n'y a plus de magma liquide, tout a été cristallisé pour former donc cette roche. C'est une roche donc qui se forme entièrement à l'intérieur de la Terre, en profondeur. C'est ce qu'on appelle une roche plutonique. Donc le granit, c'est une roche magmatique, mais qui se forme à l'intérieur de la Terre, c'est une roche plutonique. Le basalte, comme vous constatez, est formé par de gros cristaux qu'on appelle les phénocristaux, de petits cristaux, les microlithes, et en noir, vous avez ce qu'on appelle une pâte amorphe, c'est-à-dire une partie qui n'est pas cristallisée. Alors les phénocristaux se sont formés à l'intérieur de la chambre magmatique. Le magma dans cette chambre monte très lentement, ce qui permet la formation de gros cristaux. Le reste du magma, à travers la cheminée, donc, va subir un refroidissement un peu plus rapide. Ça va donner des petits cristaux, les microlithes. Et le reste du magma en surface se refroidit très brusquement, donc il n'y a pas de cristallisation. Ça donne une pâte non cristallisée, ce qu'on appelle une pâte amorphe. Donc vous voyez, pour le basalte, il s'est formé en trois étapes. Première étape dans la chambre magmatique, deuxième étape microcristaux dans la cheminée, troisième étape au niveau en surface. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle une structure microlithique. Donc là, c'était juste une comparaison entre les deux types de roches magmatiques, l'une dite plutonique et l'autre dite volcanique. Passons maintenant au troisième document. Document qui nous présente la notion de plaques lithosphériques. Alors, vous voyez que ici, les plaques, ce sont des vastes régions géologiques qui sont peu actives et qui sont séparées par des limites qu'on appelle des marges actives. Alors, la plaque, les marges sont actives, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand cette forêt sur une grande activité, d'accord? Là, vous avez la plaque nord-américaine. Ce sont des plaques qui sont dites plaques principales, donc majeures. Une plaque peut comporter, comme vous constatez, une partie continentale et une partie de l'océan. Alors, il y a des plaques qui ne comportent que l'océan, ne se forment que par la croûte océanique, comme la plaque pacifique. D'accord? Alors, ces plaques, donc, sont mobiles, elles se déplacent les unes par rapport aux autres. Et donc, quels sont les différents contacts qui existent entre les plaques? Par exemple, contact entre la plaque africaine et la plaque sud-américaine. Alors là, vous avez ce qu'on appelle une dorsale médio-océanique. D'accord? Alors, c'est ce que nous allons découvrir à travers le document qui suit. Donc, on va essayer de reconnaître les différents contacts entre les plaques lithosphériques ou les plaques tectoniques. Alors, la dorsale océanique, là vous avez donc le premier type de contact, c'est une dorsale médio-océanique. À travers cette dorsale, il y a montée du magma qui se refroidit de part et d'autre pour former la croûte océanique, pour
former la croûte océanique. Ouais. Alors, donc, premier type de contact, c'est au niveau des dorsales médio-océaniques, c'est-à-dire les endroits où il y a montée du magma qui se refroidit de part et d'autre pour former la croûte ou la lithosphère océanique. Donc, c'est une zone d'expansion. Deuxième type de contact, ce sont des zones dites zones de subduction. Vous avez la formation d'une fosse, c'est-à-dire une région où la plaque océanique s'enfonce en dessous de la plaque continentale, donc ce sont les fosses océaniques. Troisième type de contact, alors c'est ce qu'on appelle des failles transformantes. Ce sont des failles où il y a coulissage des plaques selon un plan horizontal et en sens inverse. Donc c'est ce qu'on appelle les failles transformantes. Donc ce sont les trois types de contacts. Failles transformantes où il y a coulissage horizontal entre les plaques. Vous avez les dorsales où il y a naissance et formation d'une croûte océanique, donc éloignement des continents. Et vous avez les fosses où la lithosphère océanique plonge en profondeur dans l'asténosphère en dessous de la lithosphère continentale.